rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous culture particulièrement riche aujourd'hui. Vous êtes avec Amy, Frédéric et aussi nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Iris de la bibliothèque de Marny-les-Compiègnes et nous aurons aussi au téléphone une fidèle lectrice, Christiane, qui nous partagera son coup de cœur. Au programme, il sera question de la chronique des Bridgerton, le tome 1 de Julia Quinn, Pacifique de Stéphanie Hochet, Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchon-Bory, Le tailleur de Relisane d'Olivia Elkaïm. Nous parlerons aussi Les damnés de la commune de Raphaël Messiaen, de Three Mothers d'Anne T. Hazard et Tubbs, Les évasions particulières de Véronique Olmy, Les oiseaux ne se retournent pas de Nadia Naclé, Qui a tué l'homme au mar de JMR. Et nous terminerons par l'historiographe du royaume de Maël Renoir, Il faudra de Thierry Lenain, et une petite suggestion de 2 comédies en DVD, The Climb et Belle Fille. Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de la chronique des Bridgerton, et en particulier du tome 1, intitulé Daphné et le Duc de Julia Quinn, qui a été adapté avec succès en série télévisée. Donc si vous aimez l'univers de Jane Austen, ou encore la série The Crown, cette saga vous ravira à coup sûr. En effet, l'auteur Julia Quinn, féministe et diplômée d'Harvard, s'était spécialisée dans les romans historiques se déroulant durant la Régence anglaise. Nous suivons alors la jeune Daphné Bridgerton, qui fait son entrée dans le monde en 1813. Ce qui signifiait à l'époque à introniser les jeunes filles sortant du couvent auprès de la reine. Elles assistaient alors au bal des débutantes dans l'espoir d'obtenir les faveurs d'un jeune noble. Prise au piège par un soupirant mal intentionné, Daphné passe un pacte, au départ amical, avec le sulfureux et richissime duc de Hastings, Simon Basset, pour sauver sa réputation et s'attirer de nouveaux prétendants, mais qui va s'avérer être finalement des deux côtés, donc une relation sentimentale, sérieuse, authentique, et qui va bousculer les codes. C'est sans compter bien évidemment sur la présence d'un mystérieux journal, tenu par une certaine Lady Whistledown, dans lequel elle commente, non sans créer de scandale, chaque fait et geste de ces familles qui cohabitent dans les hautes sphères de la société anglaise. Se dessine alors le portrait d'une aristocratie anglaise obnubilée par l'ordre social, ses ragots, mais où les femmes se battent toujours pour leur autonomie. Et c'est une fiction qui questionne notre passé et notre point de vue sur l'histoire, sans pour autant être d'un réalisme historique complet. Toutefois, cette saga joue habilement avec les références non dissimulées à Jane Austen, donc par exemple effectivement la relation amicale entre Daphné et Héloïse, clairement inspirée par celle d'Elinor et Marianne Dashwood, célèbres personnages de Raison et Sentiment, ou encore les anachronismes, à tel point que la série télévisée a mis au goût du jour un nouveau genre musical qui est surnommé Pop Orchestra, qui consiste à instrumentaliser des titres pop en version classique pour amener la jeune génération à découvrir ou redécouvrir la musique classique sous un nouvel angle. Et c'est pourquoi je vous ferai plonger peu après dans cet univers en intermède musical, avec la reprise Pop Orchestra du titre de Taylor Swift, Wildest Dreams, par le groupe Duomo, dans l'épisode 6 de la saison 1 de la chronique de Bridgerton. Donc je passe le relais à ma collègue. Frédéric, nous t'écoutons. Donc, je vais vous présenter le livre Pacifique de Stéphanie Hochet. Quelques mots sur Stéphanie Hochet. C'est une romancière française née en 1975. Elle a déjà obtenu le prix Lila pour son roman Combat de l'amour et de la faim en 2009. Ensuite, cette année, en 2020, elle publie Pacifique et elle nous emmène dans un monde singulier, celui du Japon militariste à l'aube de sa défaite. Donc, quelques mots de l'histoire. Dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale, sur un porte-avions de l'Empire du Japon, le soldat Isao Kaneda s'apprête à mourir. Mais Isao doute. Il pressent que la guerre est perdue et que son sacrifice ne sauvera pas le pays. Isao devra puiser dans son passé, dans son éducation et les coutumes ancestrales
pour trouver la force d'aller jusqu'au bout. Le matin du départ, il exécute les ordres et monte à bord de son chasseur Zéro. Je n'en dis pas plus. Comme vous le savez, j'aime bien révéler la fin de l'histoire, alors j'en dis pas plus. Donc moi, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que le printemps au Japon prend ici une connotation tragique, puisqu'associée au destin de ces soldats, fauchés au paroxysme de leur jeunesse. En filigrane, Stéphanie Hocher évoque le conflit qui opposa Américains et Japonais. Tokyo fut bombardé au napalm. Le Japon perd Saipan en juillet 1944. Le Premier ministre japonais démissionne. Et c'est la capitulation et la fin de l'empire du Grand Japon. Donc je passe la parole à Anne. Non, Iris qui va nous présenter Le démon de la colline au loup. Bonjour. Donc cet ouvrage, c'est un roman. Un roman qui s'est déjà fait remarquer puisqu'il est en lice pour le Goncourt du premier roman. Je l'ai découvert il y a plusieurs semaines et il fait pour moi partie des livres qui vous marquent et qui restent. Le démon de la colline au loup de Dimitri Rouchon-Bory est paru en janvier 2021 aux éditions Le Tripode. L'auteur est chroniqueur judiciaire. C'est un aspect de son parcours qui n'est sans doute pas étranger à la teneur du récit. Car même si nous restons dans la fiction, les éléments qui constituent cette histoire sont bien issus de la réalité, dans sa face la plus sombre. Les sévices familiaux, l'inceste, le crime. Alors vous l'aurez compris, Le démon de la colline au loup n'est pas le roman feel-good de l'année. Mais au-delà de son aspect sombre, c'est pourtant un roman qui nourrit, qui entraîne et qui porte avec lui un espoir et une lumière. L'histoire, c'est celle de Duke, enfant né dans une maison située sur la colline au loup. Il passe ses premières années au sein du nid, agglutiné avec ses frères et sœurs encore jeunes, ne recevant comme soin et éducation qu'un peu de nourriture, lancée là sur le sol de la pièce obscure et fermée. À peine assez parfois pour nourrir la nichée. Et ce qu'il va trouver de l'autre côté de la porte se révélera bien plus sombre encore. Le narrateur, c'est Duke, lui-même. Emprisonné pour meurtre et proche de la mort, il revient sur tous les événements qui ont jalonné son existence, ses souffrances, mais aussi les mains tendues. C'est pour lui le moment de dire, de coucher sur le papier son histoire violente et chaotique, dans une sorte de rédemption. Il n'y a ni atermoiement, ni plainte, juste le récit d'un être qui souhaite comprendre et se libérer de ce qu'il appelle le démon. Un prêtre vient le voir régulièrement dans sa cellule et lui apporte des lectures, le purgatoire notamment. Voici quelques mots de Duke au début de son récit. J'ai bien réfléchi après la venue du prêtre, et je me suis dit qu'il ne fallait pas que je renonce à affronter le passé et à vider ici la bile de la colline au loup, comme ça si Dieu est partout, il saura ce qui s'est passé et les hommes aussi. Il se peut que je ne tienne pas bien la marée et que je flanche, mais je vous raconterai après ce que j'ai compris du purgatoire. Merde, quelle histoire! Je vais écrire des choses sales, et je voudrais que vous me pardonniez, même si lire c'est moins pire que subir, on voudrait tous être épargnés. J'ai tourné dans ma tête mon meilleur dictionnaire, mais je sais maintenant que ça ne se raconte pas joliment. Alors je vais le dire comme ça a été, et vous comprendrez. C'est donc un énorme coup de cœur pour ce roman atypique. Des mots qui vous prennent aux tripes et vous les retournent. Le pire crime décrit avec une innocence, une acuité, une poésie déconcertante. Tout est là, toute la noirceur de l'âme humaine. Il faut s'accrocher pour lire certains passages, mais ça en vaut la peine. L'auteur, par son écriture, son rythme, l'alternance des temps de narration et de description, arrive à nous entraîner dans les profondeurs, la noirceur, mais sans jamais nous y abandonner. L'horreur qu'il décrit, on sait qu'elle existe, qu'elle est le fruit des humains, des hommes, dans ce qu'ils ont de plus abject, de plus perdu. Mais l'auteur nous offre des respirations qui sont de véritables envolées poétiques. Les passages consacrés à la nature, à sa puissance, nous rappellent également que le monde, c'est aussi ça, c'est aussi le beau, le pur, et qu'il n'y a pas que du mauvais. Le narrateur, Duke, incarne tout ça à la fois, le noir, le beau, le pur, le profond même. Parti de rien, né de rien, il ne doit sa clairvoyance qu'à son seul esprit, cet esprit à la fois si naïf et si aiguisé que là encore nous restons sur le fil tout au long du récit. Un fil tendu qui nous tire et nous tient. L'auteur nous permet de sentir, par-delà le mot, qu'il y a en Duke quelque chose de bon, de foncièrement bon. Mais Duke ne peut s'y arrêter, car il est tout entier aspiré par sa lutte contre le démon. Il parle de lui comme s'il était idiot. Il dit qu'il manque des cases dans son entendement. Mais il parvient pourtant à nous donner à voir le monde qui l'entoure avec une finesse à laquelle peu peuvent prétendre. Duke témoigne, avec son parlement, comme il le désigne lui-même. Le contraste entre ce parler brut
et la justesse de sa perception ajoutent une dimension au récit, offrent quelque chose d'insaisissable qui touche directement, qui nous parle comme si l'auteur, via son narrateur, donnait à voir les images en direct. Le style de l'auteur est une véritable prouesse. Il fait fi des conventions, des ponctuations. Les phrases sont longues et se déversent comme un flot. L'auteur écrit comme on parle, comme on respire, avec un besoin de dire qui nous emporte. La naissance d'une conscience, ce sont les mots de Gabriel Napoli dans sa chronique « En attendant Nado ». Et j'ai trouvé ces mots extrêmement justes pour décrire ce à quoi il nous est donné d'assister tout au long de ce roman. La naissance d'une conscience. Ce livre, que l'on ne peut résumer à son contenu, est un véritable raz-de-marée. Et il laisse derrière lui un sentiment de beauté par-delà l'horreur. Lire Le démon de la colline aux loups, c'est comme nager au milieu d'une mer d'immondices, en se sentant porté par une force brute, relevant à la fois du bon et du beau. Eh bien, ça donne envie de lire. Moi, je vais vous parler du Tailleur de Relisane d'Olivia El-Kaïm. Alors, Olivia El-Kaïm, c'est son 6e roman et elle avait déjà écrit Je suis Jeanne et Buterne, un très beau roman qui nous parlait de Modigliani et de son aventure amoureuse avec sa maîtresse. Alors, pour le Tailleur de Relisane, j'aime beaucoup ces romans qui mélangent la petite histoire et la grande histoire. C'est à la fois très romanesque et un récit familial authentique. Olivia El-Kaïm nous parle de ses grands-parents, Marcel et Viviane, des Juifs algériens originaires de Relisane dans la région d'Oran. Marcel est tailleur et Viviane est couturière. Ils taillaient des costumes pour tous, y compris pour le chef des indépendantistes. Le roman débute en 1958. Un commando FLN enlève Marcel et ne le relâche qu'au bout de 3 jours. De cet enlèvement, il restera mutique, de peur des représailles. En 1962, Marcel et Viviane et leurs 2 enfants vont être contraints de s'exiler en France. La narratrice nous retrace alors le départ d'Algérie et l'arrivée en métropole où ils ne sont pas les bienvenus, comme l'ensemble des Pieds Noirs. De Marseille, ils vont aller à Angers car ils ont appris que là-bas, il y avait moins d'exilés. L'auteur met l'accent sur la difficulté de leur assimilation, la précarité et les batailles juridiques auprès de l'État pour la reconnaissance de leur statut. C'est un roman construit entre passé et présent, avec des réflexions sur ses doutes et ses recherches. C'est un récit intime, et c'est à l'occasion de son divorce qu'elle avait éprouvé le besoin de se tourner vers ses origines. Et elle a demandé à son père de lui parler de l'Algérie. Celui-ci lui a apporté une valise pleine de photos et de documents. La force de ce livre, c'est de rendre limpide ce pan d'histoire par le biais du destin de cette famille. Et ça permet de comprendre le point de vue des Algériens durant la guerre. Et elle a une manière de raconter l'histoire qui est très vivante. En fait, ces Pieds Noirs étaient devenus étrangers dans le pays où ils ont vécu. Ils deviennent citoyens d'un pays qu'ils ne connaissaient pas, et les répercussions aussi sur les générations suivantes qui ne connaissent pas les terres de leurs grands-parents, mais pourtant sont marquées par ces origines algériennes. Elle met en œuvre le proverbe algérien qui dit que celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. C'est un très beau roman et c'est une réflexion sur l'identité, le déracinement, la transmission. C'est vraiment captivant, touchant et la fin est magnifique. On va faire une petite pause musicale avec With the Stream par le groupe Duomo. Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Alors notre fidèle lectrice Christiane va nous partager un de ses derniers coups de cœur. Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne. Bonjour Christiane, bienvenue. Bonjour Anne. Donc on vous écoute. Mon coup de cœur du moment, c'est Les damnés de la commune de Raphaël Messon. Ce roman graphique historique est constitué de planches en noir et blanc à partir de gravures originales de la commune de Paris. Ce sont 3 tomes qui représentent un travail de mémoire de très grande qualité, sans parti pris. Le contexte historique, c'est la commune de Paris. Donc nous sommes au lendemain de la défaite de Sedan, en septembre 1870. Les Parisiens, les Français réclament la destitution de Napoléon III et l'instauration de la Troisième République. Ils vont obtenir l'organisation des élections de la commune le 26 mars 1871, mais à partir de ce moment-là, le pouvoir en place, qui est représenté par Thiers et qui s'est réfugié à Versailles, va leur mener une lutte sans merci jusqu'à la fin du mois de mai 1871, qui va se conclure par la semaine sanglante sur les barricades avec des fusillades et à la suite de ces fusillades, de nombreuses déportations. Ce contexte historique très riche est accompagné du témoignage de Victorine, qui est tour à tour porteuse de pain, ambulancière, brancardière et révolutionnaire, et qui parle, qui vit cette époque. Donc c'est l'occasion de voir le témoignage d'une femme du peuple et les conditions de vie très difficiles de cette période. La Commune de Paris, ce sont les prémices de grandes réformes sociales telles que l'égalité salariale homme-femme, la séparation de l'Église et de l'État, l'école laïque gratuite et obligatoire, l'instruction des filles. Donc il faudra encore un petit peu de temps pour que ça arrive, mais c'est déjà en germe dans cette commune de Paris. Voilà, donc je vous recommande très très vivement cette lecture. Et si vous voulez en savoir encore un peu plus, vous pouvez en ce moment, jusqu'à la fin du mois de mai, suivre sur Arte le film qui a été réalisé par Raphaël Messon, l'auteur de ce roman graphique, et qui, en 1h15, condense les points essentiels de ces événements, avec une très très belle lecture par des comédiens prestigieux comme Simon Abkarian, Yolande Moreau, Denis Podalides. Voilà, vous passerez un excellent moment tout en se rappelant de cette période historique extrêmement riche. Génial. Un grand merci Christiane, ça donne Merci envie à d'être vous. lu. Et bien sûr, nous avons cette BD à la bibliothèque, vous pouvez la réserver. Maintenant, je laisse la parole à Amy. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un documentaire qui s'appelle Three Mothers, ou Les Trois Mères, ou comment les mères de Martin Luther King Jr., de Malcolm X et de James Baldwin ont façonné une nation, d'Anna Malaika Tubbs. Alors il y a un dicton selon lequel derrière chaque homme, il y a une grande femme. Et ici, l'auteur a tenté d'analyser la façon dont cela pourrait être lié non pas à la femme d'un homme, mais à sa mère. Et c'est dans le cadre de sa thèse, et alors que l'auteur était elle-même enceinte pendant son écriture, que l'auteur a commencé à rechercher les mères des 3 icônes afro-américaines, donc Martin Luther King Jr., Malcolm X et l'activiste et écrivain James Baldwin. Et elle voulait comprendre comment les femmes qui ont élevé ces hommes ont influencé leur travail en faveur des droits civiques. Donc en effet, qui a soulevé les piliers du mouvement des droits civiques ? Et c'est là que Tubbs répond à cette question longtemps négligée dans son examen approfondi et accessible de Louise Little, Alberta King et Berdys Baldwin. Elle écrit qu'il est possible d'identifier de belles intersections dans la vie de ces femmes qui sont nées à moins de 6 ans d'intervalle. Et ce livre permet de comprendre, alors tout d'abord l'apport de la foi et de la croyance profonde d'Alberta King
donc dans la défense non violente des droits, intégrée dans les démarches de Martin Luther King Jr. Et ensuite, la fibre combattante de Louise Little, donc la maman de Malcolm X, qui a enseigné à ses enfants ce qu'elle avait appris sur l'expérience de la lutte pour la liberté de ses ancêtres sur l'île caribéenne de Grenade, ou encore le fait qu'elle laissait toujours à portée de ses enfants, à côté des journaux, un dictionnaire pour qu'ils se réfèrent toujours aux définitions exactes des mots, des concepts et se fassent leur propre opinion. Et enfin de Berdis Baldwin, pour son talent oratoire et les savants échanges épistolaires entre elle et son fils pendant de longues années. Et en parallèle du jugement qui a eu lieu donc récemment aux États-Unis à la suite de la mort de George Floyd et Breonna Taylor, sur la question des violences policières et des manifestations contre le racisme liées au mouvement Black Lives Matter, donc ce documentaire intime nous familiarise un peu plus avec ces trois figures charismatiques afro-américaines et défenseurs des droits civiques des années 60. Et je terminerai par une citation de Malcolm X. La mère est le premier enseignant de l'enfant. Le message qu'elle offre à cet enfant l'offre au monde. Donc je passe la parole à Anne. Frédéric. Je vais vous présenter les évasions particulières de Véronique Olmy. Quelques mots sur Véronique Olmy, qui commence à être bien connue. C'est une romancière, comédienne, scénariste et dramaturge française, née en 1962. Elle a suivi les études d'art dramatique chez Jean-Laurent Cochet, une école réputée parisienne. Son roman « Cet été-là » reçoit le prix des Maisons de la Presse en 2011. Mais c'est surtout son 13e roman « Bakita » qui est une réussite totale, avec le prix du roman Fnac 2017 et le prix des patrimoines BPE. Alors là, je vais vous présenter son 14e roman, Les évasions particulières, qui est paru en août 2020 et qui a concouru pour le prix Landerneau. Qu'il n'a pas eu, on lui a préféré... j'ai oublié quel livre, mais ça me reviendra plus tard. Donc, quelques mots sur l'histoire. C'est l'histoire de 3 sœurs nées dans une famille catholique modeste à Aix-en-Provence. Sabine, l'aînée, rêve d'une vie d'artiste à Paris. Hélène, la cadette, grandit entre son oncle et sa tante, des bourgeois de Neuilly-sur-Seine, et ses parents, des gens simples. Mariette, la benjamine, apprend les secrets et les silences d'un monde éblouissant et cruel. Cette saga familiale qui nous entraîne de l'après-mai 68 à la grande nuit du 10 mai 1981 est tout autant une déambulation tendre et tragique dans ce siècle que la chronique d'une époque où les consciences s'éveillent au bouleversement du monde et annoncent le chaos à venir. Alors, j'ai toujours apprécié les histoires familiales. Je me suis donc glissé avec bonheur et grand intérêt dans celle des 3 sœurs, sur une période relativement courte. Alors, Mariette, Sabine et Hélène vont chacune à leur façon vivre dans les doutes et la douleur, parfois, l'émancipation de la femme. C'est une radiographie très juste d'une époque de bouleversement et 3 portraits fort attachants, tout en intériorité. C'est un vrai régal de lecture. Je passe la parole à Iris. Okay. Pour Les oiseaux ne se retournent pas. C'est une bande dessinée ou un roman graphique, selon le terme que l'on préfère, de Nadia Naclé. Il est paru en 2020 aux éditions Delcourt dans la collection Mirage. Auteure, réalisatrice et dessinatrice, Nadia Naclé écrit, dessine et met en scène des projets poétiques et engagés, associant différents langages artistiques. Ce roman graphique n'est d'ailleurs qu'une partie d'un projet qui comprend également un spectacle musical et dessiné, ainsi qu'une exposition sur les thèmes de l'exil et de l'enfance. Sur le site de l'auteur, quelques mots éclairent ce projet. Je cite : « Au moins un quart des personnes cherchant refuge en Europe sont des enfants, et des milliers d'entre eux sont des enfants isolés. Ils fuient la même guerre, la même barbarie, les mêmes dangers que les adultes. Ils ont eux aussi abandonné leur pays, quitté leur maison, dit adieu à leurs amis et leurs familles. Ils rêvent eux aussi d'une vie meilleure,
et ne veulent pas mourir sous les bombes. Ce livre leur est dédié. L'histoire, c'est celle d'Amel. Le récit suit le chemin d'Amel, orpheline, qui a dû quitter son pays à l'âge de 12 ans dans l'espoir d'accéder à un avenir meilleur, loin des bombardements. Ses grands-parents l'ont confiée à des amis afin qu'ils l'emmènent avec eux et la mettent en sécurité. Direction l'Europe, Paris. Mais elle se retrouve assez vite séparée d'eux et seule, livrée à elle-même, en proie à la peur et à la solitude. Le parcours d'Amel, c'est celui de tous les exils, le sien et celui des autres. En la suivant, nous sommes témoins de toutes les menaces qui peuvent peser sur une enfant seule, mineure, isolée, sans recours ni défense. On y voit la guerre, la privation de liberté, les camps, la traversée en mer. Mais Amel est courageuse et surtout déterminée. Et elle se raccroche à ses rêves, car ainsi que lui a transmis sa mère, on peut tout te prendre, mais pas tes rêves. Avec eux, tu iras loin. Les oiseaux peuplent le monde de rêves d'Amel. Ils peuplent l'espoir, en poésie et en chansons. La rencontre essentielle, celle qui nourrira Amel, c'est Bassem. Bassem lui a fui l'armée car il ne veut plus prendre part au massacre. Il a abandonné son fusil pour ne conserver que son oud, dont il joue avec talent et ferveur. Ce oud qui devient en quelque sorte le troisième compagnon du voyage, et dont la musique leur permet presque d'oublier la souffrance de l'absence, la douleur de l'exil. Mais Amel et Bassem seront aussi séparés. De lui, il ne reste à Amel que le oud, qu'elle se jure de lui rendre un jour, ainsi qu'un poème, composé spécialement pour elle, et la musique. Au cours de leur périple, Bassem a appris à Amel à jouer du oud, et cet instrument occupera dans sa vie une place essentielle, aussi essentielle que Bassem, qu'elle n'oubliera jamais, pas plus que ses grands-parents restés au pays. C'est une bande dessinée d'une grande richesse, tant sur le fond, que nous venons d'évoquer, que sur la forme. Chaque chapitre est précédé d'une citation, d'Antoine de Saint-Exupéry à Khalil Gibran, en passant par André Chédid. Le récit est empreint de poésie, au propre comme au figuré. En effet, le texte est parsemé de poèmes persans et arabes, parfois livrés dans leur langue d'origine. Certaines planches sont également nourries des rêves d'Amel. En écho à ces rêves, l'auteur déploie des fresques d'une grande finesse, porteuses d'une forte dimension poétique, qui ne sont pas sans évoquer l'Orient. Certaines planches forment ainsi de somptueux tableaux. Pas de cases ici, pas de bulles. Nadia Naclé n'hésite pas à gommer les frontières. Les planches noires, sombres, sur lesquelles se révèlent les dessins à l'encre blanche. Seules quelques touches de couleur sont posées çà et là. Peut-être parce que, comme le dit Khalil Gibran, la vérité est comme les étoiles. Elle n'apparaît que dans la nuit obscure. Alors je vais poursuivre par un policier de JMR qui a tué l'homme Omar. JMR a publié 7 romans et il a le don de nous étonner à chaque roman. C'est un polar ici hilarant, gorgé d'humour noir et de dérision. L'intrigue est atypique et bien ficelée. C'est une enquête très sérieuse qui ne se prend pas au sérieux. On est à Margoujol, un bourg isolé du Gévaudan au plein cœur de la Lozère. Joseph Zim, appelé l'homme Omar car il a une maladie génétique qui le prive d'une partie de ses doigts, donc ça ressemble à des pinces. Il est retrouvé mort et comme il était volontairement détesté par tous les habitants avaient une bonne raison de le tuer. C'est un ancien enfant du cirque. Un cirque qui exhibait des monstres de foire et dont le directeur, justement, avait lui aussi été assassiné dans le village 70 ans plus tôt. Sur les lieux sont dépêchés l'adjudant et son stagiaire, qui font bien penser aux policiers du Petit Quinquin de Bruno Dumont. Et comme le veut le genre, ces policiers passent en revue plein de suspects, tous plus improbables que les autres, fort enclins à collaborer avec la police et surtout prêts à dénoncer leurs voisins. Une grande originalité de ce roman, c'est l'héroïne. Elle est improbable. C'est la fille du maire du village, et donc elle va aider les enquêteurs et se faire la narratrice de l'affaire. Cette héroïne, elle est dans un fauteuil roulant, tétraplégique. C'est un fauteuil roulant doté d'un ordinateur high-tech, mais elle refuse toute forme d'apitoiement et elle pratique l'autodérision et le sarcasme à volonté. Cette apprentie enquêtrice rêve d'être auteure de romans policiers. Elle a un regard aiguisé et caustique. Elle cherche à maintenir l'attention de l'intrigue et elle espère ne pas résoudre trop vite l'énigme pour pas que le roman dure moins de 300 pages. Elle a de la chance, d'autres cadavres viendront alimenter sa trame narrative. De fait, c'est une parodie de polar qui joue surtout avec tous les codes, avec beaucoup de clins d'œil au lecteur. C'est une lecture jubilatoire. Le trait est parfois un peu trop appuyé, mais c'est assumé et c'est réjouissant. JMR nous offre une œuvre déjantée et d'une ironie cinglante qui m'a offert de purs moments de fou rire. On va vous offrir une petite pause musicale avant de finir rapidement.
Donc nous écoutons The Adults Are Talking, The Trucks, de leur dernier album The New Abnormal, que nous avons à la bibliothèque. Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne. Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne. Je vais vous présenter l'historiographe du royaume par Maël Renoir. Quelques mots sur Maël Renoir. Il est agrégé de philosophie, ancien élève de l'école normale supérieure. Il a été aussi professeur dans cette même école. Il a obtenu le prix décembre 2013 pour la réforme de l'Opéra de Pékin. Et en septembre 2020, il publie l'historiographe du royaume. Donc, en fait, l'historiographe du royaume nous relate l'histoire d'Abderrahman El-Jarib, qui, dans les années 40 et bien au-delà, côtoie le futur roi du Maroc, Hassan II, au prestigieux Collège royal de Rabat. Cette relation perdurera jusqu'à la mort du roi du Maroc. Abderrahman, que le destin projette ainsi dans l'entourage du futur roi du Maroc, aurait tort de trop croire en son étoile et de ne mettre aucune borne à ses ambitions. Il n'est pas sans risque d'avoir systématiquement devancé un prince au tableau d'honneur. Abderrahman a appris à redouter dans toute faveur apparente un jeu dont il serait obscurément la proie. Et qu'adviendra-t-il de sa loyauté à toute épreuve lorsqu'une insaisissable jeune femme viendra lui murmurer les secrets des rébellions qui s'organisent clandestinement dans le royaume? Alors j'ai beaucoup apprécié ce livre qui est comme une transposition virtuose des Mille et une nuits et des mémoires de Saint-Simon au XXe siècle. Ce livre nous fait revivre 30 ans d'histoire du Maroc entre le crépuscule du protectorat et le début des années de plomb. C'est une fable sur ce que signifie la loyauté dans un contexte de pouvoir absolu. C'est un premier roman très réussi de Maël Renoir. Je passe la parole à Anne. Oui, alors je vais finir par deux petites comédies
Alors, The Climb, une comédie américaine indépendante, c'est la chronique d'une amitié chaotique. Elle est réalisée par Kyle Marvin et Michelangelo Covino, respectivement co-scénaristes et réalisateurs du film. Et en même temps, ce sont les acteurs principaux du film. The Climb nous relate une amitié qui tourne au vinaigre dès la première scène. C'est une scène grandiose. Alors, c'est deux amis qui font du vélo sur le col de Vence. Et l'un s'apprête à se marier, donc il vante les mérites de sa future. Et l'autre, donc, attend d'être au pied d'une côte parce qu'il est plus à l'aise au vélo pour lui avouer qu'il couche avec sa promise. Donc ça commence très fort et on va suivre leur amitié donc chaotique sur une quinzaine d'années avec des disputes, des retrouvailles, des réconciliations. C'est décapant, c'est grinçant. C'est un film américain enlevé, c'est un bijou de comédie amère et mélancolique. Plus léger encore, une comédie française, Belle fille de Mélanie Marcaggi. Alors c'est une bonne surprise, vraiment, mieux que de le laisser supposer son titre et son affiche. C'est une comédie estivale légère et pétillante. Pour l'histoire, Louise est mariée depuis 20 ans et mère d'une ado. Elle découvre que son mari la trompe. Il s'apprêtait à partir en week-end en Corse avec sa maîtresse. Du coup, elle lui subtilise sa carte bleue et ses billets d'avion et part à sa place, histoire d'en profiter elle-même. Elle y rencontre un séduisant fêtard avec lequel elle va passer une nuit débridée. À tel point que le lendemain, le bel inconnu est retrouvé mort dans le lit de leur chambre d'hôtel, qui elle-même, la chambre est saccagée. Elle se retrouve dans un énorme pétrin, d'autant que la mère du défunt la prend pour la veuve de son fils. Et elle se retrouve aux prises avec une famille corse en plein deuil. Donc le scénario est bien ficelé, avec des quiproquos bien dosés, des rebondissements imprévus. On a un comique de situation très efficace et des dialogues qui font mouche. Le film joue avec les clichés corses et c'est très très drôle. Il n'a pas la prétention d'être un grand film, mais c'est rafraîchissant. Ça apporte du soleil avec des paysages magnifiques de la Corse. En cette période morose, on a besoin de sourire. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup à tous, à Iris qui nous a présenté Le démon de la colline au loup et les oiseaux ne se retournent pas, à Christiane qui nous a présenté Les damnés de la commune de Raphaël Messan, à Amy qui nous a présenté La chronique des Bridgerton, le tome 1, et Free Mothers d'Anne Hazare Tubbs, à Frédéric qui nous a présenté Pacifique de Stéphanie Hocher et Les évasions particulières de Véronique Olmy, et enfin l'historiographe du royaume de Maëlle Renoir. Pour ma part, je vous ai présenté Le tailleur de Rolisane, Qui a tué l'homme au mar, et je vous ai parlé de deux films, The Climb et Belle fille. Nous nous retrouvons pour la prochaine date qui sera le vendredi 28 mai sur les ondes de la radio Graphite. Merci à tous.